Bonsoir, merci de nous retrouver au cœur de ce grand débat international sur Afrique internationale. Eh bien, ce jeudi 19 février, nouvelle page de la diplomatie mondiale se trouve à Washington où se tiendra la toute première réunion du Conseil de paix initiée par le président américain Donald Trump. Cette initiative, rappelons-le, destinée à contourner les cadres traditionnels de débat et de discussion de l'ONU et à redessiner les lignes de l'ordre international, suscite une réaction profondément divergente au cœur de la classe politique européenne, alors que certains pays hésitent, d'autres s'en tiennent à l'écart et l'Union européenne elle-même est divisée sur l'opportunité de s'engager dans un processus qui pourrait donc fragiliser les institutions internationales déjà établies. Ce soir, nous décortiquons donc pourquoi l'Europe apparaît en ordre dispersé face à cette proposition américaine, ce qu'elle révèle des fractures transatlantiques et quelles en sont les implications pour les grands enjeux de paix et de sécurité à travers le monde. Vous nous retrouvez, vous amis téléspectateurs, bienvenue à toutes et à tous. Pour en parler avec nous ce soir au cœur de cette édition, Gamal Abina, vous êtes journaliste mais davantage internationaliste. Merci à vous, cher monsieur, de nous retrouver. Bonsoir, merci pour l'invitation. Gamal, commentons de facto cette initiative d'abord du président Donald Trump qui voulait, au départ, dit-on, vouloir véritablement mettre un conseil de paix qui devait statuer sur, en tout cas, le statut accordé notamment à Gaza. Aujourd'hui, on voit beaucoup plus clair dans la démarche de Trump. Il ne s'agit pas simplement de statuer sur la question sur l'avenir de Gaza, mais il s'agira désormais de pouvoir délibérer sur les questions de guerre à travers le monde. Quelle analyse fait-on d'une telle démarche au moment où l'ordre mondial préalablement établi, en tout cas au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avait jusqu'ici mis des instances qui devraient effectivement statuer sur des questions de guerre ou alors des règlements de conflits à travers le monde? Simplement, c'est qu'on a affaire à un homme, Donald Trump, qui prend des initiatives personnelles, d'autorité, dans le but de forcer des rapports internationaux de paix, sachant qu'il est lui-même partie prenante dans certains conflits, on le sait aujourd'hui, hein, et il voudrait imposer des paix par la paix par la force, une négociation directe mais sous coup de pression, c'est un peu la méthode Trump, on y va très fort et puis après on discute. On l'avait observé quand dans son premier mandat, lorsqu'il a commencé à prendre des actions extrêmement virulentes sur le plan verbal face aux dirigeants nord-coréens, et finalement, avec l'outrance verbale qu'il caractérise, jusqu'à la menace de bombarder la Corée du Nord à la bombe atomique, il a fini par aller directement se rendre à Pyongyang, discuter directement avec le Nord-Coréen, lui serrer la main pour la première fois. C'était pas arrivé depuis la fin de la guerre de Corée 53. Donc un dirigeant américain se rendre en Corée du Nord, c'était très étonnant, inattendu, mais il a fait ce geste. Si c'était que ça, à la limite, ce serait pas inintéressant. Le problème de Trump, c'est que il veut dépasser le cadre international imposé par son propre pays au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En juin 45 est créé l'ONU, qui était destiné effectivement d'abord à réunir les 5 grandes puissances vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, mais surtout, et c'est le plus important, c'était destiné à garantir dans un conseil de sécurité, donc 5 membres permanents plus 10 non permanents, avec une présidence permanente de ces membres du conseil de sécurité, et puis après les élections pour les 10 membres permanents tous les 2 ans, c'était destiné à garantir la paix et la sécurité, d'où le titre de conseil de sécurité. L'objectif étant soit de prévenir un conflit, soit de trouver une solution au conflit négocié. Or, Trump, là, explique simplement que l'ONU ne sert à rien, il veut s'en débarrasser, littéralement, qu'il dit qu'il vaudrait mieux passer d'État à État directement, une négociation directe d'une grande puissance, la première puissance militaire américaine, face aux États qu'il considère comme étant des États qui sont en conflit avec des parties prenantes différentes, et avec une objectivité qui peut être largement discutée. Donc Trump fait un pari qui est plutôt risqué, mais qui met en exergue 2 choses, le rapport de force. S'il n'obtient pas la paix par la négociation, que va-t-il faire? Va-t-il lever une armée? Va-t-il intervenir militairement? Va-t-il faire en sorte que les 35 pays qui sont signataires de cette nouvelle instance de sécurité et de paix, de ce Conseil de la paix, est-ce qu'ils vont intervenir militairement? Est-ce qu'ils vont établir des sanctions économiques? Est-ce qu'ils vont isoler les pays pour lesquels la paix n'est pas obtenue par la négociation? Tous ces éléments-là interrogent. D'abord parce que c'est une minorité de pays dans le monde qui a adhéré à cette initiative, très minoritaire. Je dis 35 pays sur 194, c'est pas grand-chose. Et ensuite, ça invalide complètement les instances internationales, le droit international, parce qu'on parle de droit. Hein. Quand on parle d'un ordre mondial régi par l'ONU, on parle bien évidemment du droit international. Et bien, lorsque Trump met, lui, en difficulté ce droit international en faisant une instance parallèle, complètement indépendante et qui n'a pas été ni nommée ni désirée par le reste du monde, mais pour laquelle il dit
vous rentrez chez moi moyennant 1 milliard et ce sera le nouvel ordre international, là on peut s'interroger sur le caractère antidémocratique de cette instance. Non seulement sur le caractère antidémocratique, sur le caractère un petit peu abusif en termes de rapport de force, mais surtout sur le fait que l'homme qui initie ça est tout de même juge et parti. Depuis l'annonce de la mise en place de ce conseil de paix, il y a les voix qui se sont levées. Beaucoup pensaient effectivement qu'il devait y avoir des tractations à l'effet de ramener peut-être Trump à des meilleurs sentiments, parce que là, jusqu'ici, il y a un droit international qui a régi les relations internationales. Si aujourd'hui l'on admettrait véritablement la mise en place d'un conseil de paix parallèle, est-ce que là, on n'est pas en porte-à-faux avec les idéaux qui ont conduit le monde jusqu'à ce jour, Gamal? On part du principe que les États-Unis, la France, l'Angleterre et la Russie ont structuré, donc c'est des pays qui étaient antagonistes, hein, 3 occidentaux, 2 orientaux, Russes et Chinois. Russes et Chinois qui à l'époque étaient dans la sphère soviétique. Alors pas tout à fait les Chinois, parce qu'en 49, c'est à ce moment-là que sera décrétée la République populaire de Chine, mais en 45, la Chine tenue par Chiang Kai-shek est dans le camp occidental. Il faut jamais oublier que la Chine était alliée à l'Occident à ce moment-là, jusqu'en 49. Mais quoi qu'il en soit, on a 2 pays orientaux et 3 pays occidentaux qui vont régir un ordre international dans le but, effectivement, de trouver des solutions à des conflits qui, il faut rappeler quand même, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, vont conduire à la mort de 60 millions d'individus en Europe, de 20 millions d'individus en Asie, 80 millions de morts en moins de 5 ans. C'est une boucherie d'un niveau hallucinant, parce que simplement, c'est des guerres industrielles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les guerres ne se font pas à l'épée, elles se font à la bombe, et la bombe tue 100 fois plus de personnes. Et ils se sont rendus compte, effectivement, avec la possession de l'arme atomique par les États-Unis les 6 et 9 août 45, quand ils vont atomiser Hiroshima, et puis 3 jours plus tard Nagasaki, que l'ordre mondial a été complètement chamboulé, que les rapports de force ont changé, que l'hyperpuissance américaine à ce moment-là est consacrée, ils ont la bombe atomique, même si plus tard les Russes et les Chinois vont les rejoindre, les Français et les Anglais aussi, moyennant une négociation, mais il n'en demeure pas moins que cet ordre voulu par ces 5 grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale était destiné à garantir que le droit fasse force. Et là, Trump est en train d'expliquer que c'est plutôt la force qui fera loi. Donc si on arrive à ce stade-là, si on arrive à une telle dérive en termes d'approche géopolitique, géostratégique et simplement en termes de droit pur et dur, voulu par les vainqueurs, à ce moment-là, on peut se poser la question de l'objectivité, des objectifs à vouloir atteindre, des moyens pour les mettre en œuvre. Et tout cela peut inquiéter parce qu'en créant cette espèce de nouveau Conseil de la paix, littéralement, il disqualifie le Conseil de sécurité. En le créant à sa propre initiative, donc c'est lui le grand parrain, combien de temps durera ce Conseil de la paix? Il va durer le temps de sa mandature, 3 ans encore. Donc tout ça, c'est vraiment problématique. La pérennité du Conseil de sécurité avait pour intérêt global que les 194 pays dans le monde aujourd'hui considèrent que l'ONU est une instance qui compte et qui est importante, pour laquelle les lois qui sont pondues sont des lois qui ont valeur d'exemple au moins, sinon de coercition, d'obliger les pays à la respecter. Avec Trump, si un pays refuse son résultat de négociation de la paix et qu'il refuse cette paix par la force, on va arriver où? À la guerre directement, à des sanctions économiques qui seront suivies par 35 pays mais pas par le reste du monde. Il y a un vrai problème en termes de démocratie, il y a un problème en termes de représentativité, il y a un problème en termes d'instance bis. On a une ONU bis, enfin une sorte de Conseil de sécurité bis qui ne dit pas son nom, mais surtout on a une disqualification de cet ordre mondial voulu en 45 par ces mêmes États-Unis. Peut-être pas un silence, mais le fait que jusqu'ici, il n'y a pas une, euh, 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 une véritable forte opposition de la part notamment des grandes puissances, la Chine et la Russie. On a l'impression que ces 2 États sont assez silencieux, alors qu'on a Trump là qui veut finalement s'arroger un nouvel ordre mondial lui tout seul. Trump, les Chinois parce qu'il y a la question de Taïwan qui est posée et qui est posée avec beaucoup d'acuité. Les Russes parce qu'il y a évidemment la question ukrainienne aujourd'hui, pour laquelle d'ailleurs Trump est plutôt favorable à la Russie. Donc l'objectivité n'est pas au rendez-vous. Moi, je suis pas pro ou anti-russe, hein. C'est pas le propos, mais je note effectivement que Biden est pro-ukrainien, Trump est plutôt pro-russe. Donc déjà, on a un problème d'objectivité. Mais surtout, et c'est le plus important, c'est que Taïwan, qui est une zone de littéralement de potentiel conflit, même si les Chinois sont des gens patients et qui n'iront pas à la confrontation. Mais Taïwan, comment on va régler le problème? Comment on va faire en sorte que Taïwan soit l'île indépendante, une Chine bis, ou alors qu'elle réintègre le giron de l'Empire du Milieu, de la Chine continentale? Tout ça est compliqué, effectivement, et il est difficile pour les Russes comme pour les Chinois d'adhérer à ce fameux conseil. Parce que qu'est-ce qui dit que demain, ce conseil de la paix n'impose pas par une négociation directe, voire des moyens coercitifs, que les Russes se retirent d'Ukraine, ou alors restent en Ukraine? Enfin,
ça dépendra des modalités, mais surtout que Taïwan soit comme un État, c'est son territoire. Tout ça, ce sont de vraies problématiques. Puis j'ai envie de dire simplement, c'est que Trump propose un conseil de la paix, alors que pendant ce temps-là, deux de ses principaux porte-avions les plus puissants, dont un nucléaire, sont en route ou sont déjà prépositionnés dans le Golfe, dans une perspective potentielle d'une agression de l'Iran. L'homme qui parle de conseil de la paix envoie quand même ses troupes et ses forces armées, même s'il négocie aujourd'hui, au large du Golfe, avec ce risque, et il n'est pas négligeable, du direct entre l'Iran et l'Iran. Tout ça est très inquiétant. La problématique principale à soulever là-dedans, c'est l'objectivité de la personne qui initie. On ne peut pas être seul à décréter la paix. Quand il y avait 5 membres permanents du Conseil de sécurité et 10 non permanents, on avait 15 États qui représentaient à peu près le monde peu ou prou, même s'il y a toujours ces problématiques du droit de veto, mais il n'en demeure pas moins qu'on a quand même une représentation, une assemblée qui ressemble à peu près au monde. Là, on a une assemblée dirigée par Trump tout seul, qui dit « je suis le plus fort, donc je vais proposer la paix par la force ». Kamal, commentons très clairement la première réunion, première entrevue donc, qui aura lieu demain du côté de Washington avec eh bien, cette Europe-là qui a du mal finalement à s'accorder sur les questions diplomatiques, sur les orientations militaires. On y reviendra tout à l'heure d'ailleurs avec eh bien, cette conférence sur la sécurité qui s'est tenue du côté de Berlin. En Allemagne, on semble davantage voir effectivement cette fracture assez visible aujourd'hui au sein de l'UE. Comment expliquer finalement que l'Union européenne ne puisse pas finalement accorder leur violon sur la démarche à tenir vis-à-vis d'un allié qui commence à devenir un tout petit peu embêtant? Européenne, de l'Ouest traditionnellement, puis maintenant l'Europe centrale qui a intégré évidemment l'OTAN et qui a intégré l'Union européenne, pose problème. D'abord parce que le système de l'Union européenne est un système qui n'a aucun sens. Absolue, totale, enfin la majorité vraiment des 27, tout le monde doit être d'accord. C'est l'unanimité, c'est pas plus la majorité, c'est l'unanimité pour prendre une décision. Or, le problème en Europe, c'est que vous avez les pays riverains de l'Atlantique, France, Angleterre, Portugal, Espagne, qui sont plutôt souverainistes, on va dire simplement comme ça, et qui sont moins atlantistes malgré tout, même s'il y a des tentatives d'atlantisme, donc ils sont moins alignés sur la position américaine. Vous avez une Europe centrale, donc pour faire simple, l'ex-Europe de l'Axe, que sont l'Allemagne, l'Italie, la Roumanie, l'Ukraine, tous ces pays-là, pas l'Ukraine, la Roumanie, comment dirais-je, en gros tous les pays, oui, la Roumanie j'ai dit, oui, j'ai déjà dit, américains. Pourquoi? Parce que soit l'Allemagne était occupée, on l'a compris, par 4 nations, dont les États-Unis, ou simplement parce que les pays comme l'Autriche ou autres sont des pays qui considèrent qu'ils ont été libérés par les Américains du risque, évidemment, l'Asie, ça on le sait déjà, mais surtout du risque soviétique. Et donc ces pays-là considèrent que le parapluie américain est une garantie de sécurité et qu'on doit rester fidèle à la parole qu'on a donnée aux États-Unis quand ils les ont libérés. La problématique principale, c'est que les États-Unis 45 sont passés d'aujourd'hui, qu'ils ont une politique isolationniste qui revient un petit peu malgré tout, et que Trump voudrait régler par des rapports de force des problématiques qui sont liées effectivement à d'autres rapports de force. Donc l'Europe ne parle pas d'une voix, on le sait déjà, il n'y a jamais eu d'Europe politique, il y a une Europe économique et uniquement économique, et parfois même qui... Et Trump, lorsqu'il parle à l'Europe, il parle à des pays européens, il ne parle pas à une Europe unie. Donc c'est vrai qu'ils ne soient pas d'accord entre eux, c'est logique, puisque chacun y trouve son intérêt, chacun y trouve ses avantages, chacun y trouve un sentiment de reconnaissance éternelle aux États-Unis pour l'Union soviétique et la satellisation des pays d'Europe centrale. Chacun y trouve vraiment, on voit bien que la Pologne est clairement alignée sur le clan américain, que la Bulgarie de même, que la Hongrie, on n'en parle même pas, Orban, c'est quasiment du Trump bis. Donc tout ça fait que ces pays-là ne parlent pas le même langage que la France, par exemple, que le ferait l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, mais si l'Angleterre n'est plus européenne, mais quoi qu'il en soit, ou la Belgique, je veux dire, c'est des un prisme un peu moins pro-américains, qui sont un peu plus critiques vis-à-vis de cette politique très invasive et qui considèrent effectivement que l'Europe, peut-être, devrait prendre une certaine distance par rapport à cette politique très offensive américaine. Alors, sauf qu'on a plus ou moins l'impression qu'il y a plusieurs pays européens qui pensent effectivement que la mise en place de ce Conseil de paix par Donald Trump est une aubaine pour ces pays. Il y a d'ailleurs la Hongrie qui pense effectivement que la multiplication, en tout cas, des instances décisionnelles à l'effet de délibérer sur des questions de conflit à travers le monde serait bénéfique pour son pays. Alors, pensez-vous que certains pays voient une véritable opportunité diplomatique ou géopolitique, effectivement, en adoubant la démarche de Donald Trump?
clairement sur une ligne politique très Trump, ça c'est évident. Et il considère, dans des discussions qui peuvent être largement contestées, qu'il faudrait plusieurs instances bis pour peut-être obtenir des résultats. La multiplication des instances ne garantit en rien un résultat, d'abord parce que, comme j'ai dit, il faut d'abord un terrain de négociation avec un observateur, avec un négociateur qui soit neutre. Les États-Unis ne le sont pas, ils n'incarnent pas la neutralité. Il faut surtout considérer que il faudrait que le monde soit d'accord avec ça, la majorité, ça n'est pas le cas. Et puis surtout considérer que si vous avez un pays comme les États-Unis qui décrète la paix par la force, c'est une paix qui sera fragile, parce que la paix par la force, c'est pas la paix consentie. Donc ça, c'est la première problématique. Deuxième problématique, si vous avez un pays comme les États-Unis qui vous disent, moi, j'ai mon instant, je m'occupe de l'ONU, à ce moment-là, il faut qu'ils délocalisent l'ONU et que les États-Unis sortent de l'ONU. On ne peut pas faire des instances comme ça, ad hoc, à droite et à gauche, multiplier des institutions qui sont en plus même pas légitimes, puisque c'est pas le fruit d'un vote, c'est pas le fruit d'une adhésion, pour dire ces gens-là ont raison. Il faut faire très attention à ces paix imposées, parce qu'une paix imposée par le haut est toujours très fragile. Il n'y a jamais eu de paix imposée qui obtienne des résultats probants. On prend l'exemple, par exemple, de l'Irak, où les Américains sont intervenus. Il faut le rappeler qu'ils l'ont fait pour la seconde fois. Et la seconde fois, c'était hors du cadre de l'ONU. Là, on rejoint un petit peu la politique de Trump, on fait ce qu'on veut. Et les conséquences aujourd'hui, elles sont durables. C'est un pays qui est littéralement atomisé, qui a subi une partition, qui en plus est gangréné par des groupes terroristes islamistes, qui a vu l'émergence de Daesh quand même, c'est pas anodin. Et surtout, c'est un pays qui aujourd'hui est pris dans des problématiques idéologiques, religieuses, confessionnelles, ethniques, dont ils ne sortent pas. Parce que les Américains, en intervenant par la force, ont considéré que l'Irak serait peut-être en meilleure situation que d'avoir un Saddam Hussein au pouvoir. Quand vous n'aimez pas une personne, ce n'est pas la solution. C'est pas le fait d'aimer ou de pas aimer, c'est de voir est-ce que cette personne apporte une stabilité ou pas, et qu'est-ce qu'il y aurait derrière. Il se trouve qu'aucun pays dans lequel ça n'est pas les catastrophes qui restent. Prenons la Somalie, pays complètement fracturé maintenant. Prenons la Syrie, qui est en guerre civile chronique. Prenons l'Irak, partitionné. Prenons le Soudan, c'est pas glorieux non plus. Prenons la Libye, qui est partitionnée aussi. Vous avez que ça. Donc moi, je pense que le donneur d'ordre américain, même si Trump n'était pas aux commandes à ce moment-là, est quelque chose de problématique parce qu'on voit une visée impérialiste. L'Empire américain peut donner la leçon au monde. La Pax Americana doit s'imposer par la force. Et tout ça n'est pas très sérieux. Vous savez, la négociation, c'est le seul moyen d'obtenir un résultat sérieux. Ce n'est pas le fait de créer des rapports de force et des rapports de peur. Ça n'obtient jamais aucun résultat. J'en veux pour preuve que même l'ONU, qui va sanctionner durement l'Irak pendant des années, où ils vont les affamer littéralement, pendant 13 ans, eh bien même l'ONU n'a pas obtenu de résultats. À les obtenir, on ne sait quand. Allez. Merci à vous, Gamal Taïfou. Osmaïl nous a également rejoint, chroniqueur international. Taïfou, merci de nous retrouver au cœur de cette discussion en direct. Merci Fabrice, sincèrement désolé, je vous chope donc au vol, j'ai été retenu, donc les impératifs familiaux. Je salue tous les téléspectateurs de votre chaîne et toute l'équipe bien entendu. Nous démarrons avec vous, très cher ami Taïfou, pour apprécier effectivement la démarche de Trump. On y est finalement quand vents et marées. Trump veut donc clairement asseoir ce conseil de paix parallèle à l'ONU. Est-ce que là, on est véritablement en train on est en train de voir là la disparition de l'ordre, je dis ça comment, de l'ordre mondial tel qu'il a été conçu alors tel qu'il a été conçu du droit international, tel qu'il a été conçu jusqu'ici, avec notamment la mise en place de ce fameux Conseil de paix qui, disons-le, connaît malheureusement l'adhésion de plusieurs États, y compris ceux européens qui sont parfois très vindicatifs quand il s'agit véritablement de dénoncer ce qui s'oppose notamment à l'ordre mondial tel que conçu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est le cas de le dire. Monsieur Ndoum, Trump, a priori, veut quasiment renverser la table, c'est-à-dire, comme vous l'avez si bien dit, démanteler l'ordre international. D'ailleurs, c'est une chose qui est en train de s'opérer au grand jour. Vous allez voir dans les années qui vont venir, les Nations Unies vont se dissoudre par la suite. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une ère ou une phase, si vous voulez, d'un nouvel ordre international qui se dessine au gré de la force. Les États-Unis en sont champions en la matière. On le voit aujourd'hui comment ils imposent leur vision du monde, notamment au sud global.
D'ailleurs, pour le constater, on voit bien que depuis l'arrestation de Maduro, ce qui avait un peu sonné justement cette nouvelle ère. On arrête les présidents, on met la main sur leur richesse naturelle. Il y a aussi le simulacre de plan de paix qui a été donc, on va dire, signé au mois d'octobre de l'année précédente. C'est du cessez-le-feu à Gaza, j'entends par là. Et on voit bien que tout ça, c'est une volonté que d'en finir avec les attributs et les prérogatives des Nations Unies. Et pour preuve, l'UNRWA, l'agence qui s'occupe des réfugiés palestiniens, qui était censée faciliter leur retour en territoire palestinien, a été à Jérusalem à moitié détruite par l'armée israélienne, et on s'est même permis, en parlant de l'État d'Israël, d'hisser le drapeau israélien au-dessus. C'est pour vous dire que les Israéliens savent pertinemment ce qui se passe dans la tête de Trump et aussi dans les coulisses de la Maison Blanche, qui a priori est en train de régenter le monde à sa guise, qu'on le veuille ou pas, il faut le dire clairement et simplement. Donc, les Américains ont une feuille de route. Cette feuille de route consiste à démanteler toutes les organisations internationales, ces pays, la Cour internationale de justice. D'ailleurs, ils ont imposé des sanctions contre le procureur de la CPI, Monsieur Khan, et puis aussi il faut rappeler que les Américains sont sortis de 55 organisations internationales, pour la plupart onusiennes, et on voit bien quelle est la volonté et surtout on va dire le pas à suivre, c'est-à-dire que les pays qui vont suivre cette démarche, notamment on a appris pas plus loin que ce matin, des Européens, même s'ils se disent contre le Conseil, le fameux Conseil de la paix, même s'ils ont dit qu'ils n'étaient pas membres à part entière, ils envoient quand même un observateur. C'est pour vous dire que c'est un pas timide que de s'infiltrer dans ce qu'on appelle la grande kermesse de Trumpienne qui veut quasiment donc imposer sa vision du monde au reste du monde, et pas seulement, parce que tout à l'heure j'ai parlé du Sud global, il y a tous les pays, que ce soit l'Europe, beaucoup plus l'Europe, qui est aujourd'hui mise à mal par les politiques américaines, d'autant qu'il fait courir à l'Europe peut-être une éventuelle implosion, on l'a dit à plusieurs reprises, même à partir de cette tribune, et malheureusement, encore une fois, les autres pays, notamment j'entends par là la Chine et la Russie, sont en train d'observer ce qui se passe. Le seul pays qui puisse plus ou moins tenir tête aujourd'hui aux Américains, c'est l'Iran, et on le voit. D'ailleurs, pour ceux qui sont pas au courant, toute l'armada américaine qui est censée se trouver dans le détroit d'Ormuz est à 1000 kilomètres de l'Iran. Donc c'est pour vous dire qu'il y a quand même une peur du côté américain, d'autant plus que le guide iranien hier avait quasiment répondu à Trump qu'il pouvait donc faire couler ses navires, c'est-à-dire ses porte-avions. Donc on voit bien que le seul pays aujourd'hui qui lutte contre vent et marée, c'est l'Iran. L'Iran qui essaie aussi de s'en sortir, qui est quasiment, on va dire, dans une mauvaise posture parce qu'il s'agit d'un conflit existentiel, même si on est là, à l'heure où je vous parle, dans une espèce de guerre psychologique entre les États-Unis d'une part et les Iraniens. Savoir que les deux grands big brothers que sont les Chinois et les Russes, même si s'ils se disent donc partie prenante de manœuvres militaires dans le détroit d'Ormuz, demain d'ailleurs il y aura une manœuvre entre les Russes et les Iraniens, mais on va dire sur un plan concret, on n'a rien vu venir, c'est-à-dire que ces pays, il est vrai que on va dire, leurs intérêts sont menacés. Si demain le régime iranien tombait, donc automatiquement la route de la soie sera compromise, et pour les Russes, leur conflit ukrainien surtout, ils sont quasiment dans une très très mauvaise posture dans ces négociations, d'ailleurs qui se jouent à Genève entre les Russes et les Ukrainiens, chapeautés, parrainés par les Américains. Donc ils savent très bien ce qui va se passer, mais malheureusement
D'ailleurs, même les Iraniens, à un moment donné, ils ont parlé de revoir la situation de leur alliance. Donc, c'est pour vous dire que quelque part, ils ont un peu donné un coup de strike aux deux alliés que sont donc les Américains et les Russes et les Chinois. Donc, on voit bien que les Russes essayent de s'en sortir ou de montrer, on va dire, bonne figure dans ce qui se passe autour du détroit de Dormouz et même dans l'océan Indien, et qui fait que maintenant on se pose la question quelle est la phase à suivre. La phase à suivre pour les Américains, ça serait parce que là ils sont dans une espèce on va dire d'une course contre la montre. Ils essayent quasiment de gagner du temps à travers les négociations avec les Iraniens. D'ailleurs, tout le monde sait, et tous les experts vous le diront, ces négociations, même si on parle de positif, on parle de bonnes intentions de part et d'autres, malheureusement, je pense, à mon avis, hein, c'est une analyse, c'est pas une information, je pense que ces négociations sont donc appelées ou vouées à l'échec. Pourquoi? Parce que d'une part, vous avez une Amérique omniprésente, hégémonique, qui veut contrôler le monde et qui veut quasiment donc démanteler l'ordre international en sa faveur, et qui fait que pour les Iraniens qui sont dans une espèce de guerre existentielle, comme je l'ai dit en préambule, pour les Américains, il s'agit de gagner du temps, peut-être pour attendre aussi d'autres manifestations en Iran pour attaquer ce pays, et qui fait que par rapport à ces indices d'ailleurs, ne serait-ce que par rapport à ces indices, on peut plus ou moins entrevoir que ces négociations ne vont pas réussir, parce que vous avez un adversaire qui veut démanteler l'autre adversaire, c'est-à-dire les Américains veulent renverser le régime, même s'ils ont cessé de le répéter ces derniers jours, je suppose pour des raisons politiques et stratégiques, mais ils veulent en finir avec ce régime. Pourquoi? Parce que aux yeux des Américains, comme aux yeux des Israéliens, l'Iran constitue une menace existentielle pour les Israéliens en tant qu'État, et pour les Américains, pour Israël en tant que base avancée de leur hégémonie au Moyen-Orient. Et c'est ça qui fait que on a du mal à apercevoir, ne serait-ce qu'un faisceau d'espoir venant de cette partie du monde qui pourrait laisser penser à un moment donné que les Américains et les Iraniens puissent parvenir à un accord qui soulagerait tout le monde en fin de compte, parce que même s'il y a donc des négociations qui aboutiront bien sûr à un résultat positif, les Américains seront gagnants, parce que celui de 2015 a été quasiment, on va dire, dès le départ, on va dire, saboté, parce que l'ancien président, j'ai oublié son nom, l'ancien président américain qui avait signé les accords sur le nucléaire en 2015, avait peut-être accepté cet accord, il avait même parlé de trêve plutôt que d'un accord, et le Congrès s'était opposé à ce qu'il soit effectif. C'était Obama, voilà, ça me revient, en président Obama. Donc le Congrès s'était opposé à ce que cet accord se concrétise sur le terrain. Les Européens sont allés vite en Iran pour investir. Les Américains leur ont dit stop, il n'y a rien à investir là-bas. Et c'est comme ça qu'on a vu que c'est pour ces accords, enfin ces négociations, si on prenait ça comme indice, ça va pas aboutir. Si ça aboutit dans l'intérêt des Américains, peut-être, je dis bien peut-être, si les Américains vont obtenir des Iraniens à ce qu'ils diminuent de l'enrichissement de l'uranium, c'est-à-dire de descendre de 60 à 20%, à ce moment-là, les Américains seraient peut-être tentés de négocier un accord qui pourrait être en leur faveur et pas du tout en faveur des Iraniens. Donc, pour résumer un peu la chose, Monsieur Ndoum, Trump, je pense que il a une seule idée en tête, c'est quasiment de changer l'ordre international. D'ailleurs, il a commencé par ce qu'on appelle les instruments du soft power américain, qui constituent ce qu'on appelle l'État profond américain. Il a commencé dès son investiture. Aujourd'hui, il a accéléré la cadence, et vous allez voir donc à l'issue de ces négociations, parce que là,
c'est quand même le nœud gordien qui aujourd'hui divise le monde, celui du nucléaire iranien. Alors si ça va capoter, on va voir peut-être que Trump, encore une fois, va nous sortir un lapin du chapeau et il y aura peut-être aussi malheureusement une guerre, même s'il parle de guerre éclair. Trump pourrait forcer les choses pour justement accélérer le processus de démantèlement de l'ordre international actuel, bien sûr sans l'Iran, plutôt sans le régime iranien. Merci à vous, Taïfour. Oui, il faut absolument parvenir à peut-être revoir l'ordre international tel qu'il a été conçu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sauf que là, on n'a pas l'impression d'être sorti de l'auberge, puisqu'il y a un seul État qui semble finalement s'arroger le droit de la force au détriment effectivement d'un certain nombre d'États, y compris ceux émergents, mais davantage le continent africain qui pense qu'il lui aussi devrait avoir effectivement une place prépondérante dans la gestion des crises à travers le monde. Gamal, je vous retrouve finalement, et d'ailleurs dans la lecture faite tout à l'heure par Taïfour, il évoque le fait que plusieurs pays européens ne vont pas participer notamment à cette première réunion inaugurale de ce Conseil de paix de Trump, mais vont ont décidé tout de même d'envoyer des observateurs. Est-ce que cette démarche viserait peut-être, de leur point de vue, à ne pas froisser davantage Donald Trump, qui a montré véritablement une nette volonté désormais de continuer je dis ça comment, à exprimer sa suprématie, notamment sur l'Europe à tout point de vue? Non, observer n'est pas... Quand on envoie des observateurs, c'est pour savoir ce qui se passe, tout simplement. C'est pas l'adhésion. C'est des questionnements légitimes. On se demande ce qui va se passer, comment ça va évoluer. Conseil pseudo parce que je crois que c'est conseil. Mais une chose est certaine, l'Europe est évidemment tous membres de conseil, tous membres de. Voilà, très mauvaise œil. C'est parce qu'il faut se rappeler quand même, si on revient un petit peu dans l'histoire, que quand Woodrow Wilson, au lendemain de la Première Guerre mondiale, va créer la SDN, la Société des Nations, les visées, c'est de créer un nouvel ordre mondial stabilisé. Donc, je ne parle pas de nouvel ordre mondial, le mythe un peu des complotistes qui pensent que les États-Unis voudraient parrainer la planète. Il n'y a personne qui parraine la planète. Mais une chose est certaine, c'est qu'ils voulaient effectivement stabiliser tout cela pour ne plus retomber dans les premières guerres mondiales qui ont quand même fait directement sur le terrain 10 millions de morts. Et puis avec la peste espagnole, la grippe espagnole, ça a conduit à la mort de 20 millions de personnes en Europe. Donc la première guerre industrielle de masse. Donc les États-Unis voyaient ça avec d'un mauvais œil, d'abord parce qu'ils ont été obligés de s'engager dans la guerre en 17, et puis surtout parce qu'il y a eu beaucoup de morts de leur côté aussi, presque 300 000 hommes sur le théâtre d'opération, à Verdun en particulier. Et tout cela a donné envie aux États-Unis de prendre de la distance et d'effectivement d'anticiper la possibilité de conflit pour ne pas s'engager dans un conflit. L'Europe, à plus forte raison, qui a subi à 21 ans d'intervalle 2 conflits majeurs, 14, 18, 39, 45, qui voit sur ces 2 conflits plus de 80 millions de morts cumulés, voilà très mauvais œil l'idée de se dire qu'on n'a pas d'instrument de régulation, de baisse de crise, de discussion, une sorte de téléphone rouge permanent avec l'ONU qui pourrait anticiper des problématiques européennes. Depuis la guerre de Yougoslavie, il n'y avait plus de guerre en Europe, on le sait. Donc il y a eu 2 grands conflits majeurs. La Yougoslavie, quand elle s'est démantelée littéralement, et puis après l'Ukraine récemment. Mais il est certain que l'Europe préférerait avoir le parapluie américain, c'est vrai, mais aussi le parapluie de l'ONU. Elle reste légaliste. Les États-Unis s'affranchissent complètement du code du droit depuis 2003 plutôt, puisqu'ils sont partis en guerre en Irak sans l'assentiment de l'ONU. Donc les États-Unis depuis considèrent effectivement que l'ONU serait une sorte de nouveau machin, comme le disait De Gaulle. Mais le fait que l'Europe observe ce qui se passe dans ce Conseil, ce n'est pas parce qu'elle adhère, c'est simplement pour vérifier dans quelle mesure effectivement Trump est capable de faire de l'esbrouf ou pas. Moi, je vous le dis comme je le pense tout de go, je pense que c'est de l'esbrouf. Je pense qu'il se rêve prix Nobel de la paix, et je pense qu'il pense avoir un instrument entre les mains qui l'obligerait à avoir des résultats qui lui permettraient d'avoir ce prix Nobel pour faire de lui l'homme de la situation, le second président américain nobelisé, puisque le troisième plutôt, excusez-moi, il y avait Carter, Obama et Trump. Obama étant le plus mauvais prix Nobel qu'on puisse donner, puisqu'il a fait beaucoup plus de guerres après qu'il a obtenu son prix Nobel, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui Trump se rêve prix Nobel de la paix, il le dit d'ailleurs, il le revendique, il le réclame, et il voudrait faire un coup d'éclat. C'est un homme qui a tout obtenu, il est riche à milliards, au moins 1 million à titre personnel, il est devenu 2 fois président, il a une audience mondiale assez importante, il est très clivant, évidemment, c'est pas quelqu'un qui s'exprime de manière modérée et réfléchie, mais c'est quelqu'un qui est tranché dans ses positions et qui a toujours dans sa démarche The Art of Deal, c'est l'art de la négociation, montré que parfois il obtenait des résultats intéressants.
Alors, sur le long terme, je suis pas certain que ces résultats soient intéressants. Puis je veux rappeler quand même que c'est le même Trump qui a déchiré la feuille des accords avec l'Iran en 2015, qui étaient des accords stables, et qui a recréé une tension avec l'Iran qui avait disparu. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il est aux portes de l'Iran et en même temps, il parle de paix. Donc tout ça pour dire qu'on a quelqu'un qui est particulièrement offensif, quelqu'un qui est en même temps paradoxal. C'est une sorte d'injonction paradoxale. D'un côté, on dit un truc et on fait autre chose. Et qui vous dit, vous devez, mais pas comme je le fais moi. D'une autre façon peut-être, mais par la force. Il y a toujours le rapport de force qui intervient. C'est un homme qui pense que tout est rapport de force et que lui-même inscrit dans sa négociation le rapport de force. Donc on ne peut pas dire d'un Trump que c'est quelqu'un qu'on puisse prendre au sérieux par rapport à ce qu'il propose. On peut dire d'un Trump que c'est quelqu'un qui est éminemment versatile, on peut le dire, hein, parce qu'il prend une décision, le lendemain il change. Mais lorsque les réalités s'imposent à lui, et je parle de l'état-major américain, militaire, quand ils disent par exemple qu'il ne faut pas attaquer l'Iran, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils ont à perdre. Alors que Trump, lui, se croyait très puissant. Donc aujourd'hui, la donne a changé, le monde change très vite. Les alliances sont en train de se reconstituer dans un bloc de l'Est à nouveau remis en état, dans un bloc de l'Ouest qui est en déliquescence, avec en plus des tensions entre eux. Vous voyez que l'Europe n'est pas en bon terme avec les États-Unis qui veulent littéralement laisser tomber l'OTAN. Donc ça crée effectivement un nouvel ordre mondial qui est un désordre mondial. Et donc, comme je parlais tout à l'heure, Woodrow Wilson a voulu créer un nouvel ordre mondial avec la SDN. Ça a conduit à la Première Guerre mondiale, à la Seconde Guerre mondiale plutôt. Ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas. Ils ont créé un instrument pour empêcher les guerres qui était le Conseil de sécurité. Et aujourd'hui, Trump vous dit, non, pas besoin de Conseil de sécurité, on passera par moi. Il y a cela. Il y a aussi l'idée de se dire qu'il va faire, par exemple, sur Gaza, une marina. Il essaie de faire les projections qui font rêver. Une marina pour qui? Pour les Palestiniens, on a du mal à y croire, mais on se rend bien compte que son prisme sioniste, pro-sioniste, l'emporte sur la réalité du terrain. Trump n'est pas un homme qui a l'habitude de s'intéresser au reste du monde, il s'intéresse surtout à l'Amérique, et lorsqu'il s'intéresse au reste du monde, on peut s'interroger sur la sincérité de son action, mais surtout, on peut s'interroger sur le risque qu'il fait courir au monde. Alors, Taïfou, je vous retrouve et je voudrais là que l'on essaie véritablement d'analyser la démarche de l'Union européenne aujourd'hui qui a du mal véritablement à se dresser comme un levier qui pourrait peut-être faire revenir Donald Trump à de meilleurs sentiments. On a vu cette conférence sur la sécurité qui s'est tenue à Munich et là encore on a observé qu'il y a une véritable contradiction en interne. On a suivi d'ailleurs le chancelier allemand qui tensait la France de ne pas suffisamment travailler dans la dynamique véritablement d'asseoir une véritable armée pour son pays et même dans le cadre d'une armée européenne. C'est toujours assez compliqué. Tout à l'heure, Gamal tentait de nous faire comprendre que l'UE n'a jamais parlé du même voix sur le plan politique, mais sur le plan militaire, on a plus ou moins l'impression que cela semble plus ou moins être coordonné, même si là encore, on a du mal à véritablement accorder ces violences. Est-ce que l'Europe, Taïfour, est vouée finalement à jouer les laquais devant les États-Unis d'Amérique qui, c'est la coule douce et véritablement ne cesse pas sous Donald Trump, en tout cas d'assumer, d'affirmer, on va dire, un agenda clairement impérialiste? Ben, vous avez très très bien posé votre question. S'agissant de l'Europe, pour faire un peu d'histoire, l'Europe est redevable quelque part aux États-Unis par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. On se rappelle tous, bien sûr historiquement, parce qu'on n'était pas nés, du plan Marshall. Le plan Marshall qui a été mis en place par les États-Unis à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, qui prévoyait donc de reconstruire l'Europe, a quasiment mis cette Europe sous la tutelle américaine, de facto. Et puis vous avez aussi en 1949 la création de ce qu'on appelle l'OTAN, donc cette organisation politico-militaire qui a mis quasiment sous son manteau tous les pays européens, ceux d'aujourd'hui, et qui fait que ces pays ont une petite marge en termes de décision. Je commencerai d'ailleurs par évoquer la contribution des Européens à qui on a forcé la main de monter de 2% à 5%, chose que les Européens se sont activés à le faire. Ils ont même indexer toute cette aide sur le PIB, c'est-à-dire ce produit intérieur brut de leur pays respectif. Et aujourd'hui, l'Europe, vous avez tout à fait raison de le dire, elle est dans un rôle de laquais, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous. Dès lors où on apprend que à l'intérieur même de l'Europe, il y a des pays qui sont pro-américains. À titre d'exemple, je vous donnais l'exemple de la Hongrie. Donc, Viktor Orban s'est retiré de la CPI, donc
c'est quand même une première pour un pays européen qui était donc quasiment dans ce qu'on appelle la dynamique européenne de droits de l'homme, de la justice, après Nuremberg, etc. Vous avez affaire à un petit nazion aussi qui est pro-américain. Vous avez la Bulgarie aussi, vous avez la Pologne, la Hongrie et tous ces pays-là qui ont contribué pendant un temps, à couler l'URSS. Aujourd'hui, c'est l'Europe qui risque de couler par rapport au positionnement de ces pays, qui préfèrent acheter matériel militaire américain plutôt que production UE, c'est-à-dire l'industrie militaire européenne. Et vous avez aussi l'Ukraine. Tiens, citons l'Ukraine par exemple. L'Ukraine qui a demandé 10 milliards à l'Europe, à l'Union européenne, en contrepartie d'achat d'armements made in Union européenne. Donc, Monsieur Zelensky s'était quasiment prononcé là-dessus. Il a facilement et aisément fait savoir aux Européens qui préféraient le matériel militaire américain. C'est pour vous dire que cette Europe est incapable de s'organiser. L'Europe, en fin de compte, c'est une entité ou un grand marché économique qui coordonne ses politiques, on va dire, peut-être agricoles et économiques, mais jamais politique. La seule fois où on a vu l'Europe unis pour la première fois de toute l'histoire de cette organisation, c'était depuis 2022, lors de l'éclatement de la guerre russo-ukrainienne. Donc c'était la seule fois où on a vu des Européens unis autour d'un idéal commun, à savoir faire adhérer l'Ukraine à l'Union européenne et pourquoi pas l'OTAN. Alors les Russes, bien entendu, ils ont compris qu'il était question donc de profondeur stratégique qui était menacée de leur pays, en parlant de la Russie. Donc ils se sont précipités, sont rentrés donc en territoire ukrainien, on connaît la suite. Je vous épargnerai ça, et puis qui fait que par rapport à toutes ces, on va dire, ces couacs, on peut savoir, on peut voir que les Européens sont à ce jour incapables de s'unir. On a vu les Allemands parler avec les différents pays européens de l'Ouest pour monter une armée qui soit à même de relever le défi de la nouvelle ère, c'est-à-dire la nouvelle phase, parce qu'ils savent très bien, comme vous, comme moi, que Trump veut changer l'ordre international. Donc, il veut s'inscrire dans une démarche, une dynamique de défense qui soit donc commune. Mais là où on voit qu'il y a des divergences, d'ailleurs, le chancelier allemand a fait savoir à Macron ces derniers jours qu'il renonçait au projet européen d'un avion de chasse. Donc on voit bien que les Allemands veulent cavaler seuls, avec bien entendu peut-être l'Italie. Ces deux protectorats, il faut le rappeler, pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs. Ces deux pays ont été libérés, un du nazisme, l'autre du fascisme. Il reste à ce jour plus que les autres pays européens redevables vis-à-vis de l'Amérique, et les États-Unis considèrent ces deux pays comme leur arrière-cour, ou si vous voulez, comme deux protectorats. C'est le cas aujourd'hui. Vous avez vu que Meloni suit à la lettre ce que dit Trump. Monsieur Merz, le chancelier allemand, il ne tardera pas à rejoindre les Américains contre leur guerre éventuelle contre les Iraniens, et vous allez voir que ça va se passer comme ça, parce que d'après les indices qu'on arrive on va dire, à collecter à droite, à gauche, tout laisse croire que les Allemands, dans les jours qui vont venir, vont s'aligner sur la position américaine, bien entendu, avec les Britanniques. On apprend déjà qu'il y a pas mal on va dire, d'avions militaires britanniques qui sont déplacés du côté de la mer d'Oman. Et vous avez aussi les Allemands qui, a priori, sont en train d'esquisser des mouvements pareils pour aller soutenir les Américains. Donc, on voit bien que l'Europe, elle peut parler de tout, sauf, on va dire, d'une unité qui soit concrétisée autour d'un idéal ou d'un objectif commun, à savoir monter une armée défensive européenne pour se défendre. L'OTAN est toujours là, donc c'est les Américains qui sont les chefs d'orchestre, donc personne ne pourra bouger. Et aussi parce que l'Europe est quasiment, on va dire, dans un suivisme pavlovien par rapport aux Américains, même au détriment de leur peuple. Quand on voit que
depuis la guerre, depuis 2022, c'est-à-dire depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, les pays européens ont quasiment sacrifié leur intérêt stratégique en termes de politique énergétique, notamment le gaz, au profit des Américains qui leur vendent ce gaz 4 fois, 5 fois plus cher. Et on se pose la question comment ces dirigeants n'ont toujours pas compris qu'il faille donc s'organiser pour essayer de trouver des solutions qui soient à la hauteur des défis. C'est-à-dire, vous avez une Amérique qui méprise cette Europe. D'ailleurs, on parle d'une Europe ancienne, vieille, etc. D'ailleurs, tous les sénateurs américains parlent d'une Europe vieillissante et qui n'a aucun rôle à jouer dans le monde qui se dessine et qui sera là demain. Donc les Européens, à mon avis, ils seront malheureusement condamnés à suivre les Américains dans leur politique expansionniste, parce qu'on parle d'expansionnisme, donc territorial, maritime, tout ce que vous voulez. Donc les Européens, comme je viens de le dire, par rapport à leur engagement vis-à-vis des Américains par rapport à l'Iran, et vous allez voir dans les jours qui vont venir s'il y aura guerre, vous allez voir les deux premiers protagonistes qui vont se joindre à cette kermesse, ça sera les Allemands et les Britanniques. Les Britanniques se sont déclarés ouvertement, d'ailleurs durant toute l'histoire du Royaume-Uni, les premiers ministres ont toujours joué un rôle d'un secrétaire d'État bis. C'est-à-dire, ils étaient chargés de ce qu'on appelle des affaires européennes. Ils étaient là pour, on va dire, promouvoir ce qu'on appelle la politique américaine. D'ailleurs, c'est par rapport au Brexit, même s'il y a eu un référendum pour le Brexit, parce que les gens, enfin les Anglais ou les Britanniques ne voulaient pas rester à l'intérieur de l'Europe, mais c'était sur instigation américaine, pas par rapport au peuple, on va pas être simpliste, mais la démarche qui a été esquissée et tous les, on va dire, les éléments qui ont été mis sur, on va dire, en branle, qui ont été mis en branle, ont été facilités par l'establishment américain pour extraire cette Grande-Bretagne de l'Union européenne. D'ailleurs, la preuve, l'Union européenne n'a jamais voulu se joindre à l'espace Schengen ni à l'espace monétaire européen. Gamal, je vous retrouve au moment où, c'est pas moi qui le dis, c'est le président Emmanuel Macron qui l'affirme, qui l'a d'ailleurs récemment affirmé. Pour lui, eh bien, l'Europe doit apprendre à devenir une puissance géopolitique. Mais comment peut-on désormais, comment peut-on nourrir un tel espoir, comment peut-on nourrir un tel agenda et ne pas véritablement assumer ses orientations politiques devant un partenaire, fut-il américain? Est-ce finalement à dire que cette déclaration ne compte finalement que pour du beurre, puisqu'en face, il n'y a pas une véritable volonté d'émancipation vis-à-vis des États-Unis? Oui, ça compte pour du beurre, en même temps pas tout à fait. Macron fait les calculs économiques. Et le Rafale est un avion européen, pour le coup français, qui bénéficie effectivement d'un marché potentiel européen qui n'est pas satisfait. Les Allemands ont acheté des F-35 aux États-Unis. L'Europe centrale, littéralement, achète qu'américain, parce que c'est une question vraiment historique de reconnaissance éternelle et de contrôle. Il y a un prisme atlantiste de la part de l'Europe centrale qui n'existe pas dans l'Europe occidentale. La problématique de Macron, c'est qu'il voudrait, et là-dessus il a peut-être raison, faire d'une Europe une Europe indépendante de la couverture du tablier américain, du bouclier américain. Et en même temps, ça lui profiterait à lui et ses entreprises, que ce soit Dassault Systèmes, Dassault Aviation et tous les grands équipementiers et surtout tous les grands constructeurs militaires. Il ne faut pas oublier que la France est une très grande puissance industrielle militaire. C'est-à-dire qu'elle a perdu toutes ses industries sauf l'armée. Tout ce qui concerne la recherche, le développement et la production industrielle militaire est resté localisé en France. Ils n'ont pas délocalisé parce que c'est une question de précaré, parce qu'ils ne prennent pas de risques. La conséquence directe d'une localisation en France, c'est que le coût de fabrication est plus élevé, ce qui explique que le Rafale soit un des avions les plus chers au monde. L'autre aspect, excusez-moi, l'autre aspect, disais-je donc, c'est l'aspect donc économique qui est présent, l'aspect de la souveraineté européenne. Macron rêve d'une Europe qui se défende elle-même et qui défende ses intérêts économiques, bien compris. L'Europe a aussi la possibilité de créer, ils l'ont déjà fait, des consortiums
pour fabriquer par exemple des lanceurs de satellites, des satellites. Il y a tout un tas de groupes européens qui existent, qui sont supranationaux européens, qui fonctionnent assez bien en vérité. Mais l'Europe aussi est en fragilité économique, comme les États-Unis demeurant, avec une dette abyssale à gérer, avec un vieillissement de la population observé, c'est vrai, avec un discours qui n'est pas unique, il n'y a pas un discours européen, il y a des discours européens, donc tout le monde discute en rang dispersé. Mais l'idée selon laquelle l'Europe devrait prendre son destin en main et bénéficier effectivement de sa production industrielle pour se défendre, et ils en ont les moyens. Les armes européennes sont de belles armes de belle qualité. C'est une idée qui n'est pas mauvaise. Après, la question du conflit ukrainien va se greffer là-dessus et alimenter la machine de guerre de Macron, qui lui d'ailleurs n'était pas vraiment très porteur de projets militaires. Maintenant, il ne parle que de ça. Il parle d'un budget de 400 milliards sur 4 ans. Donc la peur du russe, elle est mise en exergue, relance l'idée européenne de se défendre indépendamment des États-Unis, qui de toute façon se désengagent de l'OTAN. Donc tout ça fait que l'Europe est un marché potentiel pour les États-Unis évident, puisqu'ils vendent beaucoup d'armes aux Européens, mais n'est pas pour l'Amérique un intérêt géostratégique militaire, parce que c'est un coût. Les États-Unis absorbent l'essentiel du coût de la défense européenne par rapport à l'OTAN aussi. Donc tout ça fait effectivement que on a des discours contradictoires. Un jour, Macron veut être plutôt pro-européen, production européenne et indépendant des États-Unis. Le lendemain, on envoie des signaux aux États-Unis pour dire ne nous laissez pas tomber, on a quand même besoin de vous parce qu'on ne peut pas faire sans pour le moment. Donc on voit bien qu'il y a à la fois des volontés affichées, des volontés effectivement de s'émanciper de la tutelle américaine, du parapluie américain, et en même temps, le réalisme se heurte à eux, ils sont incapables de garantir une protection européenne sur le terme face à un conflit comme en Ukraine. Bon, la Yougoslavie c'était facile, quoique les États-Unis étaient déjà là. Mais la question ukrainienne, c'est qu'on a une puissance militaire russe surdimensionnée aujourd'hui, et que les Européens, s'ils devaient effectivement intervenir directement en Ukraine, ne pourraient satisfaire que 15 jours de moyens offensifs, je parle donc de missiles et de bombardements, 15 jours parce que leurs stocks sont à plat. Parce que depuis la fin de la guerre froide, les Européens ont largement baissé la garde et aujourd'hui se sentent obligés de se réalimenter en armes. Donc tout cela est à la fois un business géopolitique, géostratégique, est un business aussi sur le plan militaire et de l'agro-industrie, parce qu'il y a de l'agro-industrie, de l'industrie militaire plutôt, du complexe militaire industriel qui est un besoin européen. N'oublions jamais une chose essentielle, c'est ce que je dis toujours, on ne fait pas la guerre pour les droits de l'homme ou pour le bien-être des gens. En général, lorsqu'un pays fait la guerre, c'est pour prendre de l'argent du pays qui est à côté, pour contrôler le pays, ses richesses. Et il se trouve que la guerre est un des meilleurs business au monde. Pourquoi ? Parce qu'elle garantit des ventes faramineuses à des prix faramineux. Prenons le cas de la vente d'un avion de combat. Il faut combien de caisses de tomates, de conteneurs de tomates, de milliers de conteneurs pour arriver au prix d'un avion de combat ? Il n'y a aucune comparaison. C'est l'industrie qui rapporte le plus d'argent et qui fait travailler le plus de monde. Donc évidemment que ces rapports géopolitiques et géostratégiques, ces tensions militaires sont une aubaine pour les industriels européens qui étaient plus ou moins ces dernières années sur la brèche, qui étaient un petit peu au ralentissement. Aujourd'hui, il y a un relance de la course militaire, de la course aux armements. Il y a une relance de l'idée selon laquelle il y aurait un risque à l'Est. Cette fois-ci, les Russes, il n'est pas soviétique. Ça revient à peu près au même, mais surtout il y a une relance de l'idée de se dire dans la souveraineté, il y a un très gros courant souverainiste européen qui paradoxalement est pro-américain, mais souverainiste, qui voudrait effectivement en finir avec cette tutelle américaine. Donc c'est vraiment des discours paradoxaux qui font qu'on dit une chose, mais on pense autre chose, qu'on voudrait une chose, mais que la situation réelle au jour de cette demande, en l'occurrence, se voit imposer la confrontation du réel, à savoir l'incapacité chronique à se défendre soi-même. Tout ça fait effectivement qu'un Macron vous dira un jour, nous ferons une production européenne, l'OTAN est en mort cérébrale, je reprends ces termes exacts, et le lendemain, essaie de ranimer le mort cérébral dans l'espoir effectivement de se protéger des Russes parce qu'ils ne se sentent pas en capacité de répondre. Gamal Ali Taïfou, on va refermer cet écran de réflexion avec vous au moment où le droit international tel qu'il est conçu, et bien sûr beaucoup le récusaient bien avant la démarche de Donald Trump, et c'est-à-dire finalement que puisque jusqu'ici il n'y a personne qui veuille véritablement essayer de mettre de ramener un droit international beaucoup plus équilibré à l'effet de permettre effectivement à tous les États d'avoir notamment un droit de parole sur les questions assez essentielles et essentielles du continent africain. Est-ce que le continent africain est celui qui va davantage continuer à payer véritablement les conséquences, notamment de ce statu quo observé, notamment au niveau de la réelle politique mondiale? Malheureusement,
pour le continent africain qui se débat toujours. L'Afrique est composée, comme vous le savez, de pays avec des tendances différentes, des orientations politiques différentes et des alliances différentes. Donc pour les pays africains, malheureusement, cette unité tant attendue, d'ailleurs le panafricanisme en est une preuve, on veut quasiment et volontairement aussi donc organiser une Afrique qui soit un peu à l'image de l'Europe actuelle, mais avec beaucoup plus, on va dire, de prérogatives en matière de défense, notamment en matière de défense de ce qu'on appelle les richesses naturelles, parce que les peuples africains se sont réveillés. Ils ont compris que toutes les richesses de ce monde, à peu près un tiers des richesses mondiales, ont été exploitées tout au long du siècle dernier et même pendant ce siècle, et qui fait que les Africains, enfin les pays africains de manière générale, notamment les dirigeants et l'élite africaine, a compris donc qu'il fallait prendre son sort en main. Mais malheureusement, et compte tenu, on va dire, du contexte international, avec son corollaire de rapport de force qui est aujourd'hui exercé par plusieurs puissances, notamment américaines, qui empêchent justement les pays comme l'Iran, comme la Corée du Nord, par exemple, ou comme les pays africains comme l'Afrique du Sud, tiens, qui veulent s'émanciper de l'ordre international en allant vers un nouvel ordre qui puisse être en faveur des équilibres et pas du tout en faveur d'un pays ou d'un continent sur un autre, mais en faveur d'un équilibre mondial qui soit juste. C'était, on va dire, le but affiché de la Chine et de la Russie. Mais malheureusement, cet idéal tarde à venir, même si à un moment donné, tous les experts voyaient cet ordre international s'installer parce qu'on est rentré dans une phase de dédollarisation, on est rentré dans une phase de libre concurrence avec comme moyen la monnaie locale ou régionale des pays. Donc on voit bien que l'Afrique est malheureusement toujours à la traîne, d'abord parce qu'on n'a pas une politique homogène qui soit à la hauteur des défis. On le voit très bien, vous avez vu les pays de l'OMS, par exemple, qui essayent de s'émanciper justement de la tutelle, ils sont toujours donc sous la tutelle, ne serait-ce que pour citer un exemple, de la monnaie CFA. Donc on voit bien que c'est le CFA qui contrôle toute cette région de l'Afrique de l'Ouest et qui fait que les pays, parce que quand on est un pays fort, il faudrait impérativement, là ce sont là les critères d'une puissance, c'est avoir une monnaie très forte et une industrie militaire, chose qu'à aucun pays africain, mis à part peut-être l'Afrique du Sud, et dans une moindre mesure peut-être l'Algérie, mais les conditions ne sont pas tout à fait réunies pour parler de puissance régionale en matière militaire. Donc c'est pas du tout le cas. Alors pour les pays africains, ils ont beaucoup de chemin à faire pour s'inscrire dans une dynamique d'influence qui soit à la faveur, bien sûr, des pays africains. Les pays africains, malheureusement, sont quelque part, on va dire, tributaires de ce qui se passe autour de nous, comme d'ailleurs pour les pays arabes. Vous avez vu que les deux seuls blocs de cette terre sont quasiment en marge de ce qui se passe à l'international. Vous n'avez aucun pays africain ou aucun pays arabe qui soit, on va dire, influent en matière de politique internationale. Si on devait parler en volume ou de poids démographique, bien que l'Afrique dépasse le milliard de personnes, l'Afrique n'a pas de siège au sein de l'ONU, par exemple. Donc, sur ce plan-là, on ne peut pas parler de décision souveraine ou une décision qui pourrait contrebalancer ce qu'on appelle les autres décisions internationales qui pourraient être, on va dire, néfastes ou nuisibles pour, on va dire, la prospérité de ce continent. Malheureusement, ce continent peine à trouver le chemin du salut, ne serait-ce que monétaire ou économique. Malheureusement, c'est pas du tout le cas. C'est aussi le cas des pays arabes qui malheureusement n'arrivent pas non plus à s'en sortir et on se pose la question pourquoi ces pays-là ne travaillent pas
dans le sens d'une unification, en parlant des Africains bien entendu, pour faire face aux défis qui est en train de se dessiner devant nous, mon cher Fabrice. Merci infiniment, vous, Taïfour Semaine, pour toutes ces contributions dans le cadre de cette édition. Gamal Abina, merci à vous, cher monsieur, d'avoir disposé de l'espace et du temps, les faits de répondre aux questions de la rédaction d'Afrique Internationale. Merci à vous, amis téléspectateurs. Je vous retrouve samedi dans le cadre du grand débat africain. D'ici à là, portez-vous bien. Très bonne soirée à tous.